Moi, je vais disparaître prochainement, mais je serai jamais mort. Hein. Et puis, en même temps, sa vie, je dirais, elle est presque plus sage que ses œuvres. J'avais l'intention de créer des nouveaux modèles. Je me suis renseigné, documenté sur un tas de modèles. En réalité, on ne peut plus rien inventer. Alors, je me suis amusé à faire des animaux, des voitures en forme d'animal. Ou bien, par exemple, vous avez la caisse à savon, vous avez l'éléphant, qui est le pachicor. Oui. Mario Del Curto avait envie de faire un livre. Bernard Viglino il n'y avait jamais eu de livre consacré à son œuvre. Une œuvre faite de centaines de tableaux, de collages, de sculptures. Il a réalisé plus de 100 mosaïques et vitraux dans les églises de Romandie. Sa maison est une caverne d'Ali Baba, une grotte stupéfiante où stalagmites et stalactites émergent de la pénombre pour nous surprendre. Je vis actuellement dans une maison paradisiaque, si les croyances existent, mais qui est en partie un enfer. Personne n'en parle. C'est surprenant. Hein? C'est surprenant quand même. Ah oui, c'est surprenant. Il ne comprenait pas. Il m'a dit, on a étudié votre liste. Tous ces travaux à Lausanne, personne ne vous connaît, personne ne sait qui c'est. Et c'est un des types qui a fait le plus de boulot, soit en mosaïque, soit en vitraux dans ce pays. Il fait des choses pour différents peintres. Entre autres, celui que j'ai utilisé le plus, c'est le peintre Paul Moignet. Plusieurs artistes valaisans pour qui j'ai fait des travaux, et j'en ai fait personnellement aussi pour moi, soit en mosaïque et soit en vitraux. Il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est ton esprit facétieux. Il te vient d'où? Parce que j'aime bien me moquer. je trouve qu'il y a des gens qui se prennent tellement au sérieux, ils font des trucs un peu... Ils n'ont rien fait du tout et ils se prennent au sérieux. Tandis que moi, ça tombe plutôt à la dérision. Hein. Ah bah, Bernard Viglino, je connaissais un peu de réputation et de nom, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et en fait, c'est un ami, Roger Lal, qui m'a dit, mais écoute, avec tout le travail photographique que tu fais sur les artistes un peu décalés, dans des univers particuliers, il faut absolument que tu ailles rencontrer Bernard Viglino. Et moi, ça faisait plusieurs années que j'avais l'envie et l'intention d'y aller. Puis en fait, j'ai visité plein d'artistes dans des pays parfois très lointains. Et finalement, comme Roger insistait, je me suis dit non, il faut vraiment que je puisse aller visiter Bernard. Et c'est à ce moment que j'ai découvert cet univers absolument incroyable et fascinant. Oh, moi, je ne peux pas dissocier l'œuvre de l'homme, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie assez particulier parce que c'est quand même incroyable de passer de ces créations picturales, des fois classiques, constructivistes, tout à coup à des collages complètement éclatés. Et puis en même temps, sa vie, je dirais, elle est presque plus sage que ses œuvres, en connaissant le bonhomme, mais son univers, il est absolument pas sage. Il est très libéré, et plus le temps passait, j'ai l'impression que plus son univers devenait libre. Alors ça, c'est une nostalgie que j'ai, comme je suis né à Paris. Je me suis recréé les Folies Bergères dans ma maison, donc à Chavornay. C'était très difficile de photographier les œuvres de Bernard Viglino parce que on a dû faire une grande partie des reproductions d'œuvres à la Villette, dans sa maison. Et puis en fait, ces différents supports, il y a des brillances, il y a de l'huile, il y a des collages, il y a des textures, des textiles. Et en fait, on n'était pas dans des conditions de studio qui auraient nécessité parfois du noir. Donc
J'ai pris quelquefois la solution de la lumière du jour pour arriver à faire les reproductions. Après aussi, l'autre difficulté était les photographies des mosaïques et des vitraux dans les églises, parce que c'est des œuvres qui sont quelquefois très en hauteur et dans des lieux qui sont très très grands. Donc il fallait arriver avec des pieds d'éclairage et quelquefois on n'était pas tout à fait dans le bon axe. Et il y avait des problèmes un peu de perspective à résoudre. Le plus grand plaisir dans la réussite du travail, de l'ouvrage, je pense que c'est le sourire de Bernard Viglino quand il a vu le livre, parce que personnellement je trouvais que c'était quand même dommage, mais aussi incroyable, d'arriver presque à 100 ans avec un travail et une création aussi intéressante, aussi atypique, de ne pas avoir un livre sur sa vie, sur soi, et qui soit une synthèse de toutes ces démarches. Et quand Marcel Chevalier m'a envoyé une photo le jour où Bernard Viglino recevait le livre, de le voir rayonnant comme ça sur son lit à plus de 99 ans, je crois que c'est le plus beau cadeau. Et ouais, je pense que ça c'est sans doute mon plus grand moment de plaisir. Ici, c'est l'endroit où j'ai fait toutes mes créations, de maquettes de vitraux, de peintures figuratives, de peintures non figuratives, et beaucoup d'autres choses. Le pèlerin de la Tourmente, c'est un personnage que j'avais fait un symbole qui représentait mon grand-père qui était chaudronnier ambulant et qui voyageait l'hiver par n'importe quel temps et toujours à pied. Et c'est pour cette raison qu'il a cette impression, disons, de dramatique, de froid et de promenade dans la nature. Ce vitrail a été fait pour Einsiedeln. C'était une exposition de 20 verriers suisses qu'on peut exposer dans la galerie d'Einsiedeln à l'époque. Ça avait été exposé dehors pendant plusieurs mois, 5 ou 6 mois. Il a été fait spécialement pour cette exposition. Il représente Noël d'une façon symbolique, uniquement par la beauté des couleurs et des formes. Les corbeaux étaient faits simplement comme des objets de sculpture qui peuvent éventuellement servir pour un giratoire ou une chose comme ça. Comme j'ai fait beaucoup de projets de giratoire en m'amusant, j'en ai fait une vingtaine pour avoir des idées un petit peu spéciales pour un giratoire qui pourrait un jour peut-être se réaliser à un coin ou à l'autre. C'est un projet de mosaïque que j'ai réalisé en Valais, à l'église de Chalais en Valais. C'est une mosaïque qui est réalisée en émaux de Venise. Elle mesure 8,60 m de haut sur 5 mètres de large. Et j'ai travaillé une année pour la mettre au point, pour la terminer. Cet objet, c'est un truc très rigolo. C'est une batterie militaire à pédale, ça servait pour faire des relations de téléphone aux militaires, une sacoche de vélo militaire, un masque pour les gaz, un casque militaire qui représente comme objet le rhinophéros. Au coin. Alors, monsieur Viglino, qu'est-ce que c'est cette scène d'horreur? Ah, ça c'est d'horreur. C'était un truc que je montre pas à tout le monde quand même. Il y a beaucoup d'outils, il y a des outils
de chirurgie, il y a une hache. C'est une dame qui m'avait donné cette jambe parce qu'elle avait vu que j'utilisais beaucoup de mannequins. Et puis j'ai dit, je vais faire un truc assez amusant. Mais un peu, c'est vraiment le film d'horreur. Un livre, il n'y a jamais eu. Donc je me suis dit, mais comment faire la chose? Et ce qui m'intéressait, c'était raconter la vie, surtout de Bernard. Donc voilà, je lui avais posé la question, est-ce que je peux écrire votre biographie? Et il m'a dit, mais oui, pourquoi pas. J'ai dit, mais je vais vous enregistrer. Donc j'ai eu 70 heures d'enregistrement. Je l'ai rencontré pendant plus de 3 ans, à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Et puis, il s'est établi une relation de confiance et d'amitié, je dois dire. C'est quelque chose, mais juste d'extraordinaire. C'est sa gentillesse qui m'a touchée, sa bienveillance, sa disponibilité et son humour. C'est un humour comme ça, très, très fin. Voilà. Je veux dire que tout dans sa personne vraiment m'a touchée, sans parler du côté artiste immense qu'il est, quoi. Mais c'est un homme admirable. Et comme je le dis dans mon texte là tout à l'heure, quand il sera plus là, ça va être très très dur. J'aurai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille. C'est une de mes 2 chevaux. À l'époque, j'étais vraiment un brocanteur, vraiment invétéré, et je charriais des meubles avec cette voiture en amenant dans certains villages du Gros-de-Vaud ou de la plaine de l'Orbe. Alors je roulais toujours entre midi et 1h pour pas que la police me voie, parce que c'était pas tant logique. Hein. Ça, c'est des maquettes qui ont été faites pour décorer des trains qui s'appellent le LEB, dans la région des Charlins, bien sûr. C'était des wagons que les responsables voulaient faire pour faire des restaurants pour les enfants ou pour des jeux d'enfants. C'est pour cette raison que les sujets sont très bien dessinés, disons. Ça représente la ferme, le moulin, la boulangerie. C'est un petit peu comme les dessins de Walt Disney, si on veut bien. C'est une sorte qui devait être jolie, amusante pour les enfants. Et puis malheureusement, ça n'a pas été réalisé parce que les réparations des wagons et du train étaient tellement coûteux qu'ils ont dû renoncer à le faire. Je suis un petit peu l'homme qui répare ce qui ne va pas dans sa maison, qui fait visiter la Villette, etc. Et quand j'ai entendu parler que Mario Del Curto avait envie de faire un livre que lui avait suggéré Roger Lal, ça m'a paru tellement génial que j'ai foncé là-dedans et j'ai essayé de convaincre Bernard que c'était une bonne chose de le faire, ce qui n'était pas facile parce qu'il ne voulait pas au départ. Pour faire naître le livre, il faut des sous, il faut l'accord de l'artiste, ça c'était acquis à un moment donné, mais il était heureux. Du reste, on a mis une photo là sur le panneau magnétique là-bas qui montre son bonheur, quoi. Ça faisait plaisir de lui apporter cette joie, quoi, parce que évidemment, je pense qu'il a tenu bon au niveau physique et mental en attendant le livre. Et quand je lui ai dit l'autre jour, on va peut-être faire encore une exposition au mois de décembre, il m'a dit, mais donc je dois tenir encore jusqu'en décembre, bien. J'ai dit, ouais. Enfin voilà, c'était du bonheur, et pour nous aussi. Je pense que ce serait bien que la population de Chavonnais puisse aussi avoir l'occasion de voir ces œuvres-là. C'est que j'ai fait une fondation. Alors toute cette maison bernoise, elle restera occupée pendant très longtemps, inoccupée plutôt pendant très longtemps. Et dans cette fondation, elle sera entretenue par une autre maison que je possède, qui fera un fonds de finances pour l'entretenir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles sur le toit.
Est-ce qu'on va conserver l'ensemble du décor actuel ou il faudra... J'ai donné l'ordre de rien toucher du tout à ce tout ce que j'ai fait, il faut le laisser tel qu'il est. Il y a quelques années, tu t'étais autoproclamé disciple de l'art fou. On peut dire que ta maison, c'est une belle démonstration de cet art-là. Mais avant l'art fou, c'était qui Bernard Viglino? C'est quoi ton parcours d'artiste ou d'artisan? Alors, mon parcours d'artiste, c'est pas compliqué. J'ai été formé comme apprenti plâtrier peintre. Je pensais que je resterais dans l'entreprise de mon père, mais là, les circonstances ont fait, la chance aussi ont fait que j'ai pu avoir des travaux, que j'ai pu gagner des prix qui m'ont fait connaître. C'est pour cette raison que j'ai pu faire tous ces travaux, que j'ai fait ça de mosaïque, soit de vitraux, ou soit de décoration. Alors c'est vrai que ce qui se démarque, c'est que lui, il est inclassable. Bernard Viglino, c'est quelqu'un qui a une œuvre qui est justement très protéiforme, elle est éclatée, il n'est pas dans un moule. C'est aussi ce qui fait son originalité. Alors, je pense que le rôle d'un livre, c'est justement, c'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens qui permet à un artiste d'être mieux connu. Surtout que Bernard Viglino est quelqu'un qui effectivement est en fin de parcours artistique. Et donc ça permet à travers un livre d'offrir une sorte de carte de visite, de condensé artistique auprès du public. Et c'est aussi l'objectif, c'est de faire connaître, voire mieux connaître une œuvre à travers un livre. C'est un livre qui sera diffusé, distribué dans un certain nombre de librairies du Nord vaudois, notamment ici à Orbe, à la librairie Paddy. Elle a été ton ombre, ta lumière, ta muse. Tu as vécu 75 ans avec ton épouse Madeleine. Oui. C'est plus qu'une simple aventure. C'était comment vous deux? Pourquoi je me suis marié avec Madeleine? C'est la faute d'une boy à lait. Je ne la connaissais pas, celle-là. Je veux te dire pourquoi. Madeleine, que j'ai connue, moi je travaillais dans le bâtiment, à Bavois, j'étais là-bas. Puis je vois cette fille qui passait sur le chemin avec une boy à lait qui avait l'air d'une femme vraiment altière, hein, avec sa boy. Puis je me suis dit, mais cette femme, elle en a une telle allure, que je vais essayer de m'intéresser à elle. Et puis, ce qui s'est présenté, c'est que pendant la guerre, on a dû faire les cours de Samaritains à Chavornay pour l'histoire de la Moab, là, ouais. Et puis, forcément, qu'on s'est trouvés ensemble dans ces cours de Samaritains, puis de là, de fil en aiguille, j'y ai fait la cour, on s'est chassé un petit peu, on s'évitait, on se retrouvait. C'était vraiment une femme qui était extraordinaire, hein, qui était venue aveugle complètement, hein, mais ouais, qui ne faisait pas sentir. Hein. Elle ne le faisait pas voir. Elle voyait. Celui qui était la canne blanche, c'était moi. Donc, elle a peu eu d'influence sur ta manière de travailler, sur ton travail. Au début, elle a beaucoup suivi. Elle m'a beaucoup suivi au début. Même elle pouvait encore me conseiller des fois, tout au début. Elle me disait, là, t'en as trop fait, là, t'en as pas assez mis, ou des trucs comme ça. Mais c'était incroyable. Mais le jour qu'elle a plus pu voir, c'était terminé. Elle a plus s'occuper de mes trucs, de mes affaires, quoi. Sur tes peintures, on la retrouve souvent. Oui. Ah oui, ça c'est juste. Oh, oui. C'est un visage qui revient. Oh, même dans les vitraux, on retrouve des trucs. Elle portait le lait depuis les bords, depuis le château de Bavois, jusqu'à la laiterie au village. Puis en hiver, elle est tombée avec sa boye. Alors, elle m'a dit, je suis remonté ma boye vide. Est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes de ne pas avoir vécu? De ne pas avoir vécu? Bon, il y a un tas de choses. Il y a un tas de choses. J'aurais bien aimé, par exemple, être pilote de Formule 1. D'accord. C'est très J'aurais aimé pouvoir faire du théâtre, mais malheureusement, j'avais pas la mémoire pour enregistrer tous les textes qu'il y a à apprendre. Mais je pense que j'aurais été un comédien humoriste. Hein. Et à l'époque, j'étais à Lausanne avec des gens que je connaissais, avec qui je collaborais à Lausanne. Ils me prenaient souvent pour Jacques Tati. Ouais. Il paraît que j'avais les attitudes à Jacques Tati, paraît-il. Un peu naïf, un peu comme ça, un peu bonnet.
Oui, mais par contre, alors une chose que je regrette, j'aurais aimé être un costaud, comme mon grand-père. Mais malheureusement, j'étais trop crelet pour pouvoir le faire. Et puis ce qui est très drôle, c'est que j'étais à l'époque, j'étais un des garçons, un des enfants, qui était homme faiblait, je devais faire des changements d'air, j'étais vraiment tout le pauvre petit gamin, comme étant encore italien, tu vois. Pioum, si tu veux. Hein. Ouais. Je souffrais un peu des autres enfants, mais maintenant, ce que je me rends compte, c'est que tous ces gamins qui étaient des costauds, ils sont tous morts, il y a que moi qui suis encore là. Aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce qui t'amuserait encore de pouvoir réaliser? Oh, c'est difficile à dire. Réaliser ça, j'aimerais être un Égyptien. Alors, comme actuellement vous êtes ici, vous êtes dans mon tombeau. Donc il y a Madeleine qui est là, et moi je viendrai ici aussi. Donc ça sera un tombeau, ça sera la pyramide de la maison bernoise. Quel effet ça te fait de voir ton œuvre, ta vie, tes histoires racontées, écrites, photographiées dans un livre? Ça m'impressionne quand même, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire que le temps a passé comme ça, sans m'en apercevoir. Voilà une année, j'ai plus rien pu faire. Je ne pouvais plus tenir mes ciseaux, les collages. Surtout, je ne pouvais pas rester debout plus d'une minute ou deux. Ça devait m'asseoir, finir, ça n'allait plus. Puis alors des douleurs dans la nuque, dans les bras, partout, quoi. C'était impossible. Mais je me satisfais d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait. Dans un sens, ça me gêne même. Ça me gêne même d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Comment ils ont pu faire confiance à un gaillard pareil? Surtout que je suis parti tout en bas de l'échelle, c'est ça. Je suis parti. Les derniers chantiers que j'ai faits comme artiste peintre, c'était aller racler les cuisines dans le village, un paysan, vous voyez. J'étais à genoux sur l'évier pour racler la crasse avec une spatule. Et puis quelques temps après, je me crochais sur une immense mosaïque qui avait 8,60 m de haut sur 5 mètres. Le contraste était brusque. Hein. Quand vous regardez la photo de vous tout jeune, à 20 ans, si vous pouviez dire quelque chose à ce jeune homme en sachant quelle a été maintenant votre vie, qu'est-ce que vous lui diriez? Je ne sais pas ce que je pourrais lui dire. Il n'y croirait pas. Ah ouais, il croirait pas? Non, il n'y croirait pas. D'accord. Moi non plus, je n'y croyais pas. C'est vraiment le hasard de la vie qui a fait que les choses se sont suivies. Puis surtout les circonstances et les rencontres de certaines personnes qui m'ont pas éduqué, qui m'ont mis en contact avec des gens, quoi. Autrement, je serais resté dans le bâtiment. Hein. Ouais. Bonne santé. Bon anniversaire, Bernard. Santé à Marcel. Santé. En route pour la 100e. Ouais. Santé. Bon anniversaire, Bernard. Merci.